jazz. Bonjour, aujourd'hui on va continuer sur le Math A XENS 2025. Vraiment un sujet que je trouve très intéressant qui nous amène vers la théorie de Carquois, qui nous amène gentiment, pas à pas, vers cette théorie-là, et de façon originale en plus. Donc là, c'est la fin. Donc ce problème, on va bien le finir, on va bien racler le fond, comme les pâtes à l'ail de M. Guillot. M. Guillot, c'était le père de mon super pote quand j'étais ado, et quand il nous invitait pour les pâtes à l'ail, il y avait il y avait des pâtes, c'était des spaghettis, il y avait des croûtons, il y avait de l'ail, il y avait évidemment de l'huile d'olive, il y avait du persil, et quand on avait mangé les pâtes, on n'en pouvait plus, et là, il restait le fond. Et là, le fond, il y avait les croûtons qui avaient trempé dans l'huile, il y avait tout, mais nous, on n'en pouvait plus. Et le père, qui était mieux structuré que nous au niveau corporel, on va dire, il nous disait, non, mais les jeunes, allez-y, allez, raclez le fond, là, c'est là qu'il y a tout le meilleur. Il veut des patates, bon Dieu de merde. Il faut garder encore de l'appétit pour la fin, parce que c'est là qu'il y a le meilleur, c'est là qu'il y a les croûtons qui ont trempé dans l'huile, avec l'ail, évidemment, l'ail, vous le savez, hein, plus il y en a, plus c'est bon, et persil et tout, c'est vraiment là que tout a mijoté, c'est dans le fond du problème, et il faut y aller. Allez, c'est parti. Soit V de dimension finie sur C, U nilpotent d'indice N, on avait obtenu précédemment le résultat suivant, que si je choisis V0 tel que cette famille est libre, V0 jusqu'à UN-1 de V0 est libre, sachant que U est nilpotent d'indice N, on ne pouvait pas aller plus loin, donc c'est une famille libre U stable maximale en quelque sorte, et il suffit d'avoir UN-1 de V0 différent de 0 pour avoir ça, ce qui est l'existence de V0 est claire. Alors ça, le sous-espace engendré par ça possède un supplémentaire qui est U stable. Donc ça, c'est quand même un résultat merveilleux qu'on avait démontré avec en s'envoyant dans D, qui était injectif en quelque sorte, je l'avais expliqué, et dans lequel on peut reculer parce que c'est des polynômes en x-1. Donc c'est des polynômes reculants en quelque sorte. C'est assez rigolo. Bien. Et là maintenant, on attaque quelque chose d'un petit peu plus sérieux, on va dire. Et c'est finalement la grande originalité, la deuxième grande originalité du problème. On va prendre sur V, toujours cet endomorphisme nilpotent de l'indice N, et H, un autre endomorphisme. Alors, U est nilpotent d'indice N, donc, et H puissance un certain grand N est égal à l'identité. Je rappelle qu'on est sur C. Et on veut HU, H-1 égale zeta U, où zeta c'est une racine primitive, grand Nième de l'unité. Donc vous voyez que H et U commutent pas tout à fait, on va dire qu'ils zeta commutent en quelque sorte, c'est-à-dire ils commutent via une multiplication par zeta. Alors autant V, quand il était muni de U, on dit qu'il est muni d'une structure de C de X, donc là notre polynôme module, autant là, ça va être un module sur un anneau non commutatif parce que H et U ne commutent pas. Bon, alors ça, je vous dis le recul, vous n'avez pas du tout besoin de ça pour attaquer le problème. Vous avez juste besoin de HU, H-1 égale zeta. Bien. Alors, il y avait des petits trucs préliminaires. Bon, fallait montrer que H est diagonalisable. Bon, alors, c'était déjà dans les préliminaires du problème. Oui, parce que H est annulé par le polynôme x puissance n-1, qui est sin des simples sur C. Bon, voilà. Ensuite, on regarde Vj, le noyau de H moins zeta J I de V, c'est-à-dire effectivement, c'est normal de regarder ça parce que le spectre de H est inclus dans l'ensemble des racines grand Nième de l'unité, et donc, ce Vj, on ne peut pas dire c'est le sous-espace propre, parce qu'on ne sait pas si H a pour valeur propre zeta J, mais c'est un candidat à être sous-espace propre pour la valeur propre zeta puissance J. Alors, UVJ est inclus dans Vj plus 1. Alors ça, c'est assez rigolo, parce que ça généralise le fait que si
H et U commutent, donc si zeta égale 1, alors U respecte les sous-espaces propres. On aurait eu U, VJ inclus dans VJ. Mais là, ce zeta va incrémenter de 1 l'indice. Effectivement, c'est tout bête. Quand vous allez prendre U de X, quand X est dans VJ, et vous regardez H de U de X, ça va faire par cette identité zeta UH de X, mais H de X c'est zeta puissance J X que l'on peut sortir, parce que U est linéaire, et ça fait zeta J plus 1 U de X, donc U de X est dans VJ plus 1. Bien. Ensuite, on nous demandait de calculer HK rond U rond H puissance moins K. Bon, c'est une récurrence immédiate qui nous donne zeta KU, et HU puissance L rond H moins 1. Bon, pareil, une récurrence immédiate nous donne que c'est zeta puissance L, UL. Je pense qu'à ce niveau-là du problème, on peut dire par une récurrence immédiate, alors qu'au début du problème, il faudrait plutôt la faire, cette récurrence. Bien. Donc ça, c'est plutôt des petites choses préparatoires. Et maintenant, regardez ce que l'on a. On va partir d'un W, c'est un sous-espace de V, et on suppose qu'il est stable à la fois par U et par H. Comme il est stable par U, et que U est nilpotent d'indice N, ici, on sait que, d'après ce qui a été prouvé précédemment, W possède un supplémentaire W' qui est U stable. Mais on ne sait pas encore qu'il en possède un HU stable. Ce qui veut dire en gros que la difficulté des modules sur C2X et la difficulté des modules sur cette algèbre qui est non commutative, d'accord, elle n'est pas si énorme que ça, la différence n'est pas si énorme que ça, d'accord. En gros, ça c'est ce qu'on appelle cette algèbre engendrée par U et H, c'est une algèbre qu'on appelle résoluble en quelque sorte, et c'est le truc qui ressemble le plus à l'algèbre commutative. Donc on est dans du non commutatif, mais du non commutatif light. En gros, c'est ça qu'il faut retenir de cette histoire. Et W', on va le redresser pour créer un supplémentaire qui est U stable encore, mais aussi H stable. Et ça va servir dans la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une technique assez classique qui est de prendre la moyenne, parce que le groupe engendré par H est un groupe fini, puisque H est d'ordre grand N. Donc, on va faire la moyenne sur les H puissance K de cet objet-là. On va partir d'un projecteur de W parallèlement à W', et on va faire cette moyenne, et cette moyenne va nous donner un bon projecteur. C'est ce qu'on va voir maintenant. D'abord, comme P est un projecteur sur W parallèlement à W', il est clair que P rond U, c'est égal à U rond P. Il suffit de le voir sur W, d'accord ? Alors, et sur W', puisqu'ils sont en somme directe par définition. Alors, sur W, oui, parce que U de W, il est dans W, donc P de U de W, c'est U de W, et U rond P de W, c'est U de W. Donc ici, c'est vrai pour W, et sur W', ça fait 0, c'est évident, parce que W' est U stable. Bien. Maintenant, on fait cette moyenne, et il se trouve qu'on va montrer qu'on va avoir un projecteur, mais, vous voyez, ici, ce projecteur P, il commute avec U, mais ce projecteur P, bar, il commute avec U et H. Voilà, et c'est pas plus compliqué d'avoir celui-ci, grâce à une moyenne. Entre parenthèses, encore une fois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est obligé, c'est des techniques de caractéristiques 0. En caractéristiques non nulles, on n'aurait pas été capable de faire un truc pareil. D'accord ? Et en caractéristiques non nulles, je vous garantis qu'il faut de l'imagination pour trouver les équivalents de ces problèmes. Bref, ce truc-là est un truc très classique en théorie des représentations. Et regardez ce qu'il faut montrer.
il faut montrer que im p bar est inclus dans W, et p bar de W égale W. Bon, bah oui, hein, im p bar est inclus dans W, puisque quand on prend l'image d'un élément, ici on va avoir je sais pas quoi, mais quand on va passer par P, bah, on va être automatiquement dans W, qui est H stable, donc là on est dans W. Bien. Maintenant, si je pars d'un élément petit w de grand W, et je veux montrer que P bar de W c'est W, bon, je peux, comme H, l'induit de H à W est diagonalisable, ça on l'avait vu en préliminaire, j'ai que W et somme directe de l'intersection de W avec les VJ. Voilà, donc ça c'est le fait que HW reste diagonalisable. Et donc je peux, puisque c'est somme directe, je peux me restreindre à WJ, ici, dans W inter VJ, puisque ça, W est en somme directe de ça. Et donc ici, il faut montrer ça. Bon bah oui, parce que quand je vais prendre ici mon WJ, bon bah, on voit qu'on va avoir ici zeta puissance moins k j WJ, puis quand on va passer WJ par P, ça ne va pas bouger, donc il va y avoir toujours mon zeta puissance moins kj, et ici il va y avoir compensation, je vais avoir mon zeta plus kj, donc un 0 là-bas au centre, et donc je retrouve exactement mon P bar de WJ. Voilà. Alors, ce qui fait que P bar, comme son image est dans W et que P bar de W est égal à W, quel que soit petit w dans W, ça veut dire que P bar, tout simplement, c'est une projection, c'est un projecteur sur W, parallèlement à un supplémentaire qui pour l'instant est inconnu. Maintenant, on remarque que P bar rond U égale U rond P bar. Et P bar rond H égale H rond P bar. Entre parenthèses, le problème disait montrez-le soigneusement. Oh, waouh, ça fait peur. Oui, alors bon, soigneusement, donc ici on met un U. On va appliquer ce truc-là pour moins K. Et donc on va avoir zeta moins K rond U. Et ici on va avoir encore une fois, on va avoir une compensation en appliquant deux fois cette formule, une fois pour moins k et une fois pour k. Donc ça compense et on retrouve donc le U, il arrive à passer de l'autre côté ici. P rond U, c'est U rond P, et ensuite il repasse de l'autre côté en compensant le facteur en puissance de zeta. Voilà, donc ici on a ça, donc on arrive à faire traverser U comme ceci. Et P bar rond H égale H rond P bar, ça demande un tout petit peu de savoir-faire, un peu plus de savoir-faire, c'est-à-dire que quand vous allez mettre un H ici, quand vous allez écrire P bar rond H, vous allez mettre H ici, il va falloir encore une fois qu'il traverse. Mais là, il ne va pas traverser en laissant stable ce terme. En fait, quand vous allez avoir H, ben je dis que HK, P, H-K, H, c'est H, K-1, vous voyez, bon là j'ai écrit que HK c'est H rond H puissance K-1, rond P encore, rond, et ici j'ai H puissance moins, parenthèse, K-1, d'accord? Donc j'arrive à sortir le H de l'autre côté, mais au prix, à un certain prix, c'est d'avoir mis K-1 là et K-1 là. Voilà. Et là, j'ai H de l'autre côté. Mais, donc ça c'est quand je fais P rond H. Et ici, bah oui, mais là maintenant, je fais mon changement de variable K-1, je peux remplacer K par K-1 à condition que K aille de moins 1 à N-2. Mais, bon, vu que H puissance N égale I de V, aller de moins 1 à N-2, c'est cyclique, ça revient à aller de 0 à N-1. Alors ça, c'est un truc vraiment classique, donc ça veut dire qu'on retrouve ici exactement P bar
une fois qu'on a sorti H de l'autre côté. Donc ça, c'est des techniques qu'on ne doit pas tellement utiliser en maths sup, mais qu'on utilise assez souvent en théorie des représentations des groupes finis. Hein. C'est la moyenne, hein. C'est connu depuis le Moyen-Âge. Voilà. Alors, maintenant, du coup, avec ça, on a Ker de P bar qui est stable par H et U. Ben oui, parce que on sait que quand deux endomorphismes commutent, les sous-espaces propres de l'un sont stables par l'autre, et le noyau, c'est le sous-espace propre pour la valeur propre 0. Donc c'est stable par H et par U, et évidemment, comme c'est le noyau d'une projection sur W, eh bien, c'est un supplémentaire de W. Donc maintenant, ça y est, on va pouvoir attaquer le même scindage que tout à l'heure, mais une version 2.1, quoi, une version plus évoluée avec H et U stable. D'accord ? Ce qui est possible grâce à ces formules qui sont quand même assez gentilles, même si c'est du non commutatif. Donc, maintenant, la question 13 consistait à montrer qu'on avait ce scindage, effectivement, pour U et H simultanément. Donc, ça commence exactement comme la question qui correspondait au scindage juste sur U. C'est-à-dire qu'il faut trouver un vecteur V tel que UN-1 de V est différent de 0. Bon, ça on sait qu'il en existe parce que U est l'indice N, mais, nilpotent d'indice N, hein, mais V vecteur propre. Ah, V vecteur propre. Bah oui, puisque grand V, c'est la somme directe des VJ, si un tel V n'existait pas, ça voudrait dire que UN-1 sur chaque VJ serait nul. Donc, ça veut dire, puisqu'on a la somme directe, que UN-1 sur V serait nul. Donc, c'est pas possible. Donc, on peut prendre un vecteur propre. À partir de ce moment-là, on refait exactement comme ce qu'on a fait dans le cas, c'est-à-dire W, c'est V, c'est le sous-espace engendré par V, U de V jusqu'à UN-1V, qui forme, comme on l'avait vu précédemment, une partie libre, qui possède un W' U stable, et d'après la question précédente, on torse W' pour en faire un W' HU stable. Donc maintenant, ça y est, dans cette base-là, eh bien, l'induit de U à W s'écrit JN, et l'induit de H à W, si V est un vecteur propre dans V indice A, c'est-à-dire c'est un vecteur propre pour la valeur propre zeta puissance A, mais on va avoir zeta, mais U de V ça va être dans zeta puissance A plus 1, etc., jusqu'à lui, zeta puissance A plus N-1. Voilà, ce qu'on va appeler, ici, on l'a appelé la matrice J comme Jordan, Jn parce que c'est la taille, et donc on va avoir ici dNA, parce que ça dépend aussi du premier vecteur qu'on a choisi, il est très important, hein, d'accord, par rapport, une fois qu'on a fixé l'ordre de la base. Donc, voilà, donc on a l'induit de H, l'induit de U, et maintenant, par récurrence, puisqu'à chaque fois on peut trouver un UH supplémentaire, un UH stable supplémentaire, eh bien, on va avoir une base maintenant de V, telle que U et H sont en blocs diagonaux simultanément, comme ceci, d'accord, qu'on va appeler JR et DRA. Alors, pour simplifier, on appellera ces blocs RA, d'accord. R, ça va être la taille des blocs, des deux blocs, et A correspond au sous-espace propre, hein, V indice A. Alors, pour se mettre en jambe, un petit exemple. On nous demandait pour n égale 4, et on suppose que V0, c'est-à-dire ker de H moins identité de V, est nul. Et là, on se rend compte que ça nous permet d'avoir une représentation de Carquois, comme j'en ai parlé dans l'introduction du problème. C'est-à-dire que, bon, V0 égale 0, mais on a quand même V1, V2 et V3. On a U, je vais appeler UI la restriction de U à VI. Donc UI va de VI à VI plus 1, d'accord, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Donc U1, donc déjà on a U0, ça va de V0 vers V1, mais V0 c'est 0, on appelle ça.
U1 va de V1 vers V2, U2 de V2 vers V3, U3 de V3 vers à nouveau V0, donc vers 0. Bien. On nous demandait de montrer qu'on avait 6 types de blocs et que le nombre de blocs d'un type donné était entièrement déterminé par le rang de U1, rang de U2 et le rang de U2, rond U1. Plus, bien sûr, les dimensions de VJ. En fait, vous voyez que, c'est ce que je vous avais dit, on est en train de généraliser le théorème du rang. Le théorème du rang nous dit que si je connais le rang d'une application linéaire, donc ici vous avez V1, V2, et vous avez une application linéaire U, donc on peut appeler ici U1, eh bien, si je connais la dimension ici de V1, dimension de V2, et la dimension et le rang de U1, eh bien, je sais trouver des bonnes bases ici, des bonnes bases, avec une matrice de forme sympathique. Et là, on va avoir une jolie matrice qui est entièrement déterminée par, évidemment, la taille de V1, c'est-à-dire la dimension de V1, ça va être le nombre de colonnes de la matrice, la dimension de V2, c'est-à-dire le nombre de lignes de la matrice, et le rang de U. D'accord ? Vous savez que vous allez avoir un truc qui va être comme ceci, avec des zéros ici, une matrice rectangulaire qui va être de cette forme-là. Et bien là, c'est pareil, on va avoir une unique matrice. Quand on utilise le carquois A3, comme ceci, on va mettre des espaces, et on va avoir, on sait qu'on peut trouver une certaine unicité de forme de matrice, comme ceci, à partir du moment où on connaît les dimensions des espaces ici, et les rangs. Mais là, cette fois-ci, il y a le rang de U1, le rang de U2 et le rang de la composée. Vous voyez, c'est une généralisation d'un théorème hyper connu en licence. Donc maintenant, regardez, les blocs possibles, ça va être les blocs de taille 1, mais avec 1 ici. Donc je prends la notation RA. Donc 1, 1, 1, 2, 1, 3. Donc ça veut dire taille 1. Et là, je peux commencer par 1. Donc ici, ça veut dire que je pars de V1, ici, et j'ai une taille 1, donc là je vais directement vers 0, parce que ma matrice J1, c'est juste la matrice nulle. J1, c'est juste la matrice nulle, donc là je vais vers 0. V2 va vers 0, V3 va vers 0, donc maintenant j'ai les blocs de forme 2, 1, ça veut dire que finalement je vais de V1 vers V2, de forme 2, 2, donc ça veut dire que je vais de V2 vers V3, mais je n'ai pas de forme 2, 3, parce que là, c'est V3 vers 0, ça a déjà été compté ici. Maintenant, j'ai les formes 3, 1. Donc ici, 3, 1, ça veut dire que forcément, je pars de V1, et ensuite, je vais prendre un vecteur ici, que je vais envoyer là-dedans, et que je vais envoyer là-dedans. Voilà. Mais je n'ai pas 3, 2, parce que si je pars d'ici, si ici j'ai zeta2, ça veut dire que je pars d'ici, ben là j'arriverai vers 0, donc je retomberai sur quelque chose plutôt de cette forme. Donc j'en ai 6, d'accord ? Après on ne peut pas aller plus loin, il n'y aura pas de bloc de taille 4, sinon on aurait forcément 0 à cause de cette condition-là. Alors si j'appelle n indice RA le nombre de blocs de type RA, eh bien quand je vais regarder mes blocs, ma matrice bloc en verticale, je me rends compte que la dimension de Ker de U1, c'est exactement N11. C'est-à-dire que les vecteurs qu'on va avoir, qui vont être envoyés vers 0, eh bien, il y en a autant que de blocs 1,1, parce qu'il n'y en aura jamais là-dedans. Voilà. La dimension de Ker de U2, ben, on va les retrouver dans N12, évidemment, puisque là c'est un bloc 0 qui part de V2, mais on va le trouver aussi dans N21, parce que N21 va avoir cette forme-là. D'accord ? Au niveau du J, notre J2, il va avoir cette forme-là. Ici, comme on part de 1, ça veut dire qu'ici on est à 2, on est arrivé à 2,
Et donc à 2, on a notre noyau ici. Donc on a n de 1 ici. De la même manière, la dimension de ker de U3, on va trouver du ker de U3 là, là et là. Donc ça va faire n1,3 plus n2,2 plus n3,1. Ensuite, ça c'est une lecture verticale de la matrice. Maintenant, il y a la lecture horizontale, on va voir les rangs. Le rang R1, c'est n de 1. On va voir arriver le rang de U1 sur V2, d'accord? Et on va le voir sur N12, ici, vous voyez qu'en horizontal, hop, on voit arriver un rang, le rang de U2, et aussi sur celui-ci. Parce que sur celui-ci, on va avoir aussi quelque chose en horizontal, on va avoir arrivé le rang ici de U1. Pareil, R2 c'est N de 2 plus N3,1 et R de 1 c'est N3,1. Vous pouvez vérifier ça. Bon, je pense qu'ici on pouvait le balancer et puis dire, ben, maintenant on a un système ici qui montre que finalement tous les N correspondant aux 6 blocs peuvent être récupérés en inversant ce système linéaire à partir de R1, R2, R3, R2,1, pardon, et ces dimensions, par la formule du rang, ici, ker de UI, c'est DI, la dimension de ker de UI, pardon, c'est DI moins RI. Donc tout peut être obtenu à partir de ces dimensions. On a un super théorème du rang, et vous pouvez le généraliser, évidemment, à n'importe quel carquois qui va aller, un n carquois, ce qu'on appelle de type AN. Voilà, donc là déjà, hein, on a fait progresser la science. Alors le 6, je vais le faire rapidement. En gros, là on attaque le vrai problème de Jordan-Kronecker. Je vous rappelle peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais Jordan et Kronecker se sont partagés un résultat à l'époque où, bon bah voilà, Kronecker avait écrit un article d'ailleurs assez mal ficelé, et bon, ce que je vais dire c'est un peu chauvin, d'abord parce que Jordan est français, en plus il est lyonnais, hein, voilà. Donc et Jordan franchement donne une preuve qui est vraiment beaucoup plus précise, était pas trop au courant de ce qu'avait fait Kronecker, et tout d'un coup Kronecker qui avait écrit un article un peu sale, dit bah non, c'est mes résultats, et il revendique la propriété de ce résultat à Jordan. Et il y a eu quelqu'un qui a écrit même, je crois, une thèse dessus sur la correspondance de Jordan-Kronecker. On lui dit bon, on voit bien que Jordan, il est d'une honnêteté, et Kronecker, franchement, il n'en peut plus, il est d'une arrogance incroyable. Faut lire cette correspondance. Je comprends que Kronecker, on lui a attribué le symbole de Kronecker, le truc nul, quoi. Bon, bref. À côté de ça, c'est un très bon mathématicien, hein, mais il a fait des trucs extraordinaires. Mais quel goujat, quoi. Ok, alors, regardez, donc l'idée c'est de classifier les couples de matrices modulo changement de base à la fois de V1 et V2, d'accord? On a donc deux changements de base, on veut classifier les couples de matrices modulo changement de base. Bon, donc l'idée c'est de regarder, de créer un V égale V1 plus V2, une somme directe des deux, bon, voilà, formelle. Et du coup, ces deux matrices n'en font qu'une, c'est la matrice M, d'accord, où V1 va aller par A sur V2 et V2 va aller via B sur V1. Donc vous voyez ça. Mais le petit truc en plus, pour rappeler ce super film, hein, si vous ne l'avez pas vu, faut regarder, il est sympa, c'est d'ajouter ce H qui va structurer, d'accord, vous ne pouvez pas laisser V comme ça avec V1 plus V2, sinon vous n'aurez pas la clé pour retourner vers la séparation entre V1 et V2. Là, ici, V1 et V2, ils sont dans une grosse masse, ils sont indifférenciés. Mais c'est ce H qui va nous faire reconnaître V1 et V2. Je devrais les appeler V1 et V-1, parce que ça va être les sous-espaces propres de H.
Ok, alors donc, on nous fait démontrer, bon, bah, Hm, H-1, ça fait moins M, H, P de M, où P est un polynôme, H-1, bah, c'est facile de voir que ça fait P de moins M. Là, il y avait une question que je ne trouvais pas évidente. Si lambda est valeur propre de M, alors moins lambda est valeur propre de M avec même multiplicité. Et avec même multiplicité, bon, bah, voilà une preuve que j'ai trouvée, c'est que, mais que je trouve pas évidente quand on est en voilà, en classe prépa, hein. La multiplicité d'une valeur propre lambda, la multiplicité algébrique, donc c'est la dimension des noyaux emboîtés qui stationnent. C'est-à-dire, c'est la dimension de Ker de m moins lambda i puissance k quand k est assez grand. Voilà. Bon, c'est connu, hein, c'est vendu avec les noyaux emboîtés, mais bon, quand même, c'est pas évident. Et cette formule-là, d'accord, qui vient de cette formule-là, évidemment, nous dit que H, qui est bijectif, va créer une bijection entre le noyau de m moins lambda i puissance k et le noyau de moins m moins lambda i puissance k, à cause de ce moins m, mais bon, c'est pareil que le noyau de m plus lambda i puissance k. Donc, étant donné que h est bijectif, bah, il envoie un sous-espace vers un sous-espace de même dimension, et donc ma lambda est égal à ma de moins lambda. Ça, c'était pas tout à fait évident. Bon. Du coup, on regarde le cas où M est nilpotent, et on a une HM classification, d'accord, des sous-espaces en HM stable. Donc, parce que M est nilpotent et que notre résultat, on l'a pour le nilpotent. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut regarder des blocs NA. Mais NA, ça veut dire que la dimension c'est N, et ici, le A, bah, ça va être une oscillation, hein, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, et on a 4 oscillations possibles. Soit on part de 1 vers 1, soit de 1 vers moins 1, soit de moins 1 vers 1, soit de moins 1 vers moins 1. Ce qui va nous donner finalement, quand on récupère les VI grâce au sous-espace propre de H, eh bien, on va de V1 vers V2, V2 vers V1, V1 vers V2, etc. Et on aboutit de V1 à V1, V1 vers V2, V2 vers V1, V2 vers V2. C'est les 4 possibilités. Et ça va nous donner 4 couples de matrice AB, parce que maintenant, il va falloir regarder A comme ça, d'accord, à chaque fois qu'on a un 1 vers un moins 1. Ensuite, vers 1 vers un moins 1. C'est-à-dire qu'il va falloir récupérer des blocs qu'on a dans une matrice n plus m en bloc A et bloc B. D'accord? C'est comme un battage. On va récupérer juste les 1 ici pour avoir la matrice A et les moins 1 pour avoir la matrice B. Bon, voilà, donc on va classifier ça. Bon, je vous laisse regarder les résultats. Je ne vais pas tout écrire. Bon, là, ça devient un peu relou quand même. Bon, par rapport à... Bon, il faut le faire, il faut aller jusqu'au bout. Mais bon, ici, on a compris. Et maintenant, le cas inversible. Si M est inversible, alors regardez, si M est inversible, forcément, les tailles des matrices sont carrées. Parce que si elles étaient rectangulaires, eh ben, elles ne pourraient pas... il y aurait un noyau. Il y aurait forcément un grand rectangle et un petit rectangle. Imaginons que B, ce soit le grand rectangle dans ce sens-là. Et ben, dans ce cas-là, il y a forcément, comme la taille ici est strictement plus petite que là, il y a forcément un noyau. Et le noyau de B est inclus dans le noyau de M. Donc M n'est pas inversible. Donc ça veut dire que forcément, la dimension de A et de B sont égales. Il y a une autre façon de le voir. Si M, plus astucieux je trouve, si moins terre à terre, si M est inversible, alors M2 est inversible. Or M2 est en bloc diagonal. C'est le bloc diagonal BA ici et AB. Comme M2 est inversible, ça veut dire que AB, les blocs diagonaux sont inversibles. Donc AB et BA sont inversibles, donc c'est-à-dire que A et B sont inversibles. Bon, voilà, c'est une autre façon de voir. Bref,
Ici, on a AB qui sont forcément inversibles et de même taille, d'accord, et il n'y a pas de noyau, quoi, ici. Hein. J'ai envie de le dire par le fait tout simplement que le noyau de A et le noyau de B, c'est inclus dans le noyau de M. Bien. Maintenant, à partir du moment où A et B sont inversibles, ça veut dire qu'il existe, donc A est de rang n, on va dire. Là, ici, vous voyez que on est dans une situation, ça veut dire qu'on est dans une situation égalitaire. Comme A et B sont de même taille, on est dans cette situation-là, et on ne peut pas être dans cette situation-là où A et B n'étaient pas de même taille. D'accord ? Maintenant, A et B étant inversibles, on a PAQ-1 égale IN, puisque A est de rang n. D'accord ? Voilà, on sait c'est théorème du rang. Il existe des matrices P et Q inversibles, qui correspondent à des changements de base, tels que PAQ-1 égale IN. Et maintenant, je vais regarder la matrice B fois A-1. Elle peut se voir avec des blocs de Jordan. D'accord ? Donc ça, c'est le théorème de Jordan qu'on a démontré en 4. D'accord ? Et qu'on connaît, bien sûr. Donc ici, on a une matrice R, donc ça veut dire que B fois A puissance moins 1 est semblable. Donc il existe une matrice R inversible, telle que R, B, A puissance moins 1, R moins 1, s'écrit par bloc de Jordan. C'est des blocs de Jordan qui vont être inversibles, parce que ça, c'est inversible. Donc ça veut dire que les blocs, ils sont de la forme lambda IR plus les JR dont on a parlé de Jordan comme ceci. Alors maintenant, on va avoir notre forme simultanée, c'est-à-dire que je vais utiliser R comme matrice de passage sur la partie V1 et S comme matrice de passage sur la partie V2, où S c'est R fois P puissance moins 1 fois Q. Regardez, c'est joli, quand on va faire R à S moins 1, d'accord, on va obtenir R A, et S moins 1 c'est Q moins 1 P R moins 1. Mais A Q moins 1 P, A Q moins 1 P, quand je multiplie par P moins 1 à gauche et P à droite, je vois que ça fait l'identité. Ça fait l'identité. Donc on a R, l'identité R moins 1, ça fait l'identité. D'accord ? Donc modulo changement de base, on a l'identité pour A. Et on va faire pareil R, B, S moins 1. Ça fait R, B, Q moins 1, P, R moins 1, exactement comme là, mais avec un B à la place du A. Mais Q moins 1, P, c'est A moins 1. C'est facile à obtenir à partir de là. Donc on retrouve R, B, A moins 1, R moins 1. Et ça, c'est notre matrice par bloc de Jordan, J. Voilà. Et ça faisait la fin du problème. Oui. Voilà. Sympa, hein? Et là, on a fini notre pâte à l'ail avec de l'huile d'olive et du persil, avec le fond, là, regardez, le fond comme il est bon. Mais on peut se sentir frustré quand même, parce que, on a envie de dire, ouais, j'ai encore faim. Surtout que là, on reste un peu sur notre faim, il faudrait une conclusion où on fait la synthèse du nilpotent et de l'inversible. C'est-à-dire que M, en fait, va être somme. Donc ça, c'est un lemme de fitting. Quand vous regardez le lemme des noyaux pour le polynôme, vous avez un polynôme caractéristique, vous regardez XR, vous regardez la partie où 0 est valeur propre, fois Q de X, Q c'est un polynôme, tel que Q de 0 est différent de 0. Et vous appliquez le lemme des noyaux à ce polynôme qui est le polynôme caractéristique, donc annulateur. Eh bien, vous allez scinder votre espace, grâce au lemme des noyaux, en une partie nilpotente pour M, et une partie sur laquelle M est inversible. Et donc, vous allez pouvoir faire une synthèse de ces deux cas. Parce que, c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai regardé le cas inversible, je me suis dit, on doit se servir du cas nilpotent. Ça paraissait logique, vu la structure du problème. Mais en fait,
j'ai un peu galéré parce que pour moi, à partir du moment où il n'y avait pas la fin avec nilpotent plus inversible, eh bien, celui-ci devait se servir de ça. Mais non, lui, il est complètement, vous voyez, lui, il est complètement indépendant de ça. Vous voyez ? Donc, j'aurais mieux aimé avoir une question en plus. Est-ce que je peux avoir une question en plus, s'il vous plaît? Et avoir celle-ci, ça aurait été plus clair, parce que j'aurais pu dire, bah oui, ça c'est indépendant de ça, parce qu'il y a cette question qui, elle, va faire la synthèse des deux. Et je terminerai sur cette phrase de Schopenhauer, concernant les problèmes entre la France et l'Allemagne, entre Jordan et Kronecker, que l'amitié franco-allemande sera la garante de la paix en Europe. Et c'est terminé.